La Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes en direct sur la page Facebook de la radio Urban FM et dans le cadre de la chronique Urban Mosley qui est aujourd'hui c'est une édition spéciale dans la mesure où c'est pas de coutume que nous avons la possibilité de faire ce type de direct, mais c'est une expérience pour nous qui doit nous amener ce matin à parler d'un certain nombre d'actualités. Et vous savez qu'actuellement c'est beaucoup plus la décision de la Cour constitutionnelle qui occupe le devant de la scène, et pour en parler ce matin nous avons un invité, Arnaud Lilian Billier, qui est un jeune diplômé en sciences politiques, en diplomatie, mais également en histoire. Il est détenteur d'un master, bien sûr, spécialiste des questions en rapport avec la politique. Donc c'est avec lui que nous allons débattre de toutes ces questions pour essayer de revenir sur le contenu de la décision de la Cour constitutionnelle, mais également de voir un tout petit peu ce qu'on peut en voir en termes de conséquences en ce qui concerne cette décision. Bonjour Lilian. Bonjour. Alors, de prime abord, hier, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision, notamment relative à la requête présentée par le Premier ministre pour l'amener à décider ou à statuer sur le fait que la date butoir qui avait été indiquée par cette institution pour l'organisation des élections législatives est arrivée à échéance et que le gouvernement n'a pas pu mettre en place les mécanismes qui permettent de pouvoir aller aux élections. Quelles ont été vos premières impressions ? D'abord, il faut reconnaître que la Cour constitutionnelle n'a fait que lire le droit, parce que les deux dernières demandent le gouvernement de prolonger la date de l'organisation des élections législatives ont été largement dépassées. Et la dernière date butoir, c'était celle, si je ne m'abuse, du 28 février. Le 30 avril. Le 30 avril. Parce qu'il fallait aller jusqu'au plus tard le mois d'avril. Ok. Arrivé à cette date, la Cour constitutionnelle a fait le constat que les élections législatives ne se sont pas tenues. Donc, elle a plus ou moins créé la vacance au pouvoir au niveau des législatives. Et c'est ce que la Constitution prévoit dans les textes. Alors, pourquoi le Premier ministre saisit la Cour constitutionnelle alors que on aurait pu essayer de trouver d'autres mécanismes étant donné qu'il existe un vice juridique? D'ailleurs, dans la décision, on a pu noter que les articles 4, 34 et 36 avaient, comme on a pu le constater, des manquements qui pouvaient servir au gouvernement pour pouvoir décider de la continuité du processus. D'abord, je suis surpris que ce soit le gouvernement, le Premier ministre qui saisit d'abord la Cour constitutionnelle. En ce moment, il y a aussi vice de procédure. C'est d'abord la CGE, c'est-à-dire le Conseil gabonais des élections, dûment établi. Ce n'est pas encore officiel, les membres ne sont pas encore officiellement établis. Ce sera mercredi, qui doit saisir, après le gouvernement par le truchement du Premier ministre, qui ensuite, le gouvernement saisira la Cour constitutionnelle. Donc à partir de là, je ne comprends pas très bien d'abord. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a eu un vice de procédure de la part du gouvernement? Il y a d'abord eu un vice de procédure. Peut-être qu'on a voulu aller de l'avant parce qu'on a senti qu'on avait dépassé date butoir, mais à ce niveau, la Cour constitutionnelle ne pouvait même pas recevoir même cette demande-là. Cette demande. Mais est-ce qu'on peut, quand on regarde un tout petit peu ce que vous venez de dire tout à l'heure, vous nous dites que le Premier ministre, en allant déposer la requête le 27, parce qu'il faut le rappeler, c'est le 27 avril que le Premier ministre allait déposer une requête pour amener la Cour constitutionnelle à se prononcer sur la probabilité de la non-tenue des élections législatives. Est-ce que vous voulez nous faire croire que le gouvernement agit
en dehors du cadre légal, parce qu'il nous souviendra qu'il y a quelque temps, le ministre de l'Intérieur avait lui également décidé de choisir les membres de l'opposition qui devaient faire partie du centre gabonais des élections, et ça avait créé quand même des incompréhensions au sein de la classe politique. On ne peut pas dire que le gouvernement agit de manière illégale. Le gouvernement a la compétence légale et requise pour organiser une telle rencontre, bien pour prendre de telles décisions. Je pense tout simplement qu'il y a eu vide au niveau il y a eu un vice au niveau du fonctionnement de comment ça devait se faire. Parce que la Constitution est claire, et la nouvelle Constitution, pas l'ancienne, parce que la nouvelle Constitution, lorsqu'il y a eu le dialogue au niveau d'Angonje, il a été écrit noir sur blanc qu'après la composition du CGE, le CGE devrait saisir le gouvernement, et ensuite le gouvernement saisir la Cour constitutionnelle. Mais étant donné que le CGE n'est pas encore installé, et le gouvernement, peut-être ayant vu que la date traînait et que l'installation n'était pas encore effective, a peut-être voulu prendre l'avant. Donc c'est peut-être cette excuse que nous allons accorder au gouvernement en disant, mais étant donné que les choses ne sont pas faites, est-ce que nous ne pouvons pas anticiper en allant saisir la Cour constitutionnelle? Et la Cour constitutionnelle, après, nous tous nous sommes rendus compte que la Cour constitutionnelle n'a fait que lire le droit, étant donné que le délai requis était déjà dépassé. Mais il ressort quand même dans la lecture, du moins dans l'opinion, de ce que la lecture de la Cour constitutionnelle ne pouvait pas ne pas s'inscrire dans cette logique, étant donné que après les deux premières prorogations, il était clair que si Marie-Madeleine Mborancho venait à donner un nouveau délai pour le maintien de l'Assemblée, la législature, la 12e législature, aurait créé quand même une situation d'instabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de son rendu, est-ce qu'on peut croire qu'elle a été clairement dans la lecture profonde du droit? Je pense qu'il faut d'abord regarder un peu plus loin par rapport à ce qui est lu, par rapport à ce qui a été lu hier. Lors du discours de Marie-Madeleine Mborancho face au président de la République, avait rappelé ces faits. Lors de la rentrée solennelle. En disant que c'est vous qui avez donné la date. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui avait imposé la date. Le gouvernement avait prévu en disant, est-ce que le 30, au plus tard le 30 avril, ça vous irait. La Cour constitutionnelle a dit, ok, c'est vous qui avez choisi, donc on va aller. Mais les deux requêtes sus-mentionnées par le gouvernement pour trouver l'excuse que nous ne pouvons pas organiser les cas de force majeure avaient déjà été épuisé. Donc, il n'y avait plus de raison valable constitutionnelle pour surseoir ou bien pour ajouter encore aujourd'hui une autre date pour pouvoir organiser l'élection législative. À cet effet, la Cour constitutionnelle lit forcément le droit pour mettre au gouvernement face à leur responsabilité d'avoir été incapable d'organiser des élections législatives. Mais est-ce que le contexte politique a permis aurait pu permettre, a permis au gouvernement d'avoir réellement les coudées franches pour parvenir à mettre en place tout le processus devant conduire à l'organisation de cette élection? Écoute, quand on sort face à une élection aussi difficile que nous avons eue en 2016, forcément il y a des personnes qui sont pour qui est amélioration de la vie politique. Il y en a qui vont forcément balbutiner pour que l'amélioration politique se fasse de manière la plus lente possible, au bénéfice de qui, on ne sait pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même eu 2 ans de réflexion. Il y a eu 2 ans qu'on a accordé au gouvernement pour pouvoir organiser des élections législatives. Et ces 2 ans ont été largement on va dire, épuisés et ont été largement sous-estimés, moi je veux dire aussi comme ça, par le gouvernement. Parce que après les dialogues Tongonje, qu'est-ce qui se fait? La mise en place de tout le canevas, de toute la direction qui a été donnée au niveau de Tongonje a tardé à être mis sur pied. Le CGE est venu en retard. Il faut se comprendre par là pourquoi. Parce que nous avons eu 2 entités dites de l'opposition. Une opposition dite républicaine et une opposition dite radicale. Aujourd'hui, on va plus ou moins condamner que ce qui nous arrive. C'est un peu la faute à l'opposition parce que la majorité avait déjà sa liste bien établie et il n'attendait que la liste de l'opposition. Mais est-ce que la situation de l'opposition n'est pas quand même, on va dire, en aval, dans la mesure où le ministre de l'Intérieur lui-même a indiqué tardivement la date de la disponibilité des listes, aussi bien de la majorité que l'opposition? Mais avant, il n'y a pas eu de décision ferme et franche. Il n'y a pas eu un franc jeu entre la politique générale et les gouvernants.
en disant nous voulons aller aux législatives au plus tard le 30 mai, le 30 avril, il faudrait que la Cour constitutionnelle lise déjà. Mais il n'y a pas eu ce franc jeu en disant nous y allons et nous allons mettre les moyens qu'il faut. Il y a eu ce retardement, on va le dire presque volontaire, en disant nous allons laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Mais ce qui n'est pas le cas, et cela a amené ce que nous voyons tous aujourd'hui. Pourquoi nous pointons le doigt aux politiques, c'est-à-dire au ministre de l'Intérieur qui n'a pas été assez ferme, et aussi au comité de suivi permanent du dialogue. Mais ce comité n'a jamais été actif, dans la mesure où, après le dialogue, après la remise du rapport, on a certes désigné en conseil des ministres des membres devant faire partie de ce comité ad hoc, mais il n'a jamais pris, du moins il n'a jamais clairement eu à assumer sa charge. Écoutez, de façon officielle. De manière officielle, non. C'est parce que c'est clair qu'il n'y a pas un bureau, mais il a été mis en place. Je me rappelle, le discours du président de la République avait exigé à ce qu'il soit mis en place pour que le rapport, pour que tout ce qui s'est dit en Ngonje soit exécuté et examiné. Mais avant cela, il faut avoir l'honnêteté de rappeler qu'il y a eu un effort quand même au niveau du gouvernement. Mais il y a eu aussi un bras de fer au niveau des personnes qui devaient constituer ce fameux bureau. Mais pourquoi? Parce que les uns et les autres, il y en a beaucoup qui ne se sont pas reconnus dans la composition de ce bureau. Et en dehors du fait qu'il y en a qui ne se sont pas reconnus dans la composition de ce nouveau bureau, il y a eu également ce que les uns et les autres pourraient tirer dedans. Vous avez eu une double opposition. Une opposition, parce que c'est là où tient aussi la difficulté. Vous avez eu une opposition qu'on appelle républicaine, celle qui allait au dialogue politique. Vous avez une autre opposition qui se dit radicale, qui n'est pas le dialogue politique. Face à la composition de ces deux bases de l'opposition, il fallait savoir comment faire travailler les deux oppositions ensemble afin de former une seule opposition. La difficulté, elle vient de là. Le côté où la galaxie, si je peux me permettre de citer son nom, la galaxie de Jean-Ping, au fur et à mesure, a commencé à quitter la galaxie Jean-Ping pour parler en leur nom propre. Et voici comment les acteurs politiques et le gouvernement, cela a tendu la main, des acteurs politiques de l'opposition qui était dite radicale, commencent à comprendre que l'enjeu républicain et patriotique est bien plus utile. Donc nous allons aller au dialogue, nous allons aller aux élections. Donc cela a commencé à fausser la donne en quelque sorte sur est-ce qu'il faut seulement aller avec ce que sont le dialogue ou il faut aller avec tous des tranches politiques. Et cela a retardé de manière drastique un peu la composition de la CIGE aujourd'hui, qui a empêché malheureusement que nous puissions avoir des élections législatives. Est-ce que après tout ce que vous énumérez, est-ce qu'on ne peut pas y entrevoir un tout petit peu quand même aussi un peu d'amateurisme, sinon on va dire une certaine incapacité du chef d'orchestre quand même du gouvernement, dans la mesure où quand on est Premier ministre, on n'a pas seulement un rôle à engager le pays sur la voie du développement économique, il y a aussi les aspects aussi bien sociétal et aussi des aspects politiques. Est-ce que on va dire que Issoze Ngonde est parvenu à être le leader politique qu'on voulait qu'il soit pour permettre à ce qu'il y ait on va dire un travail suffisamment rapide de la part du gouvernement pour régler ce problème? On ne va pas dire qu'il y a eu une capacité, je ne parlerai pas d'incapacité, mais je pense qu'il y a eu une certaine légèreté, mais de la place du Premier ministre, en ce sens où la fermeté, tant entendu sur des décisions clés, on n'a pas vu, et l'ouverture d'esprit des dialogues face à certains dossiers aussi clés, on n'a pas vu venir. On s'est retrouvé avec un Premier ministre qui a donné la légitimité naturellement à Ilan, à certains ministres de gérer les affaires courantes. Il n'a pas joué ce chef d'orchestre qui, à un moment donné, quand ça ne va pas quelque part, il tape un peu sur les doigts en disant c'est moi le chef de gouvernement, donc c'est moi qui rendra les comptes au président de la République. Cette légèreté aujourd'hui a permis à ce que nous arrivons tous là où nous sommes. Les syndicalistes qui ne sont pas satisfaits, des élections aujourd'hui qui ne sont pas organisées, on peut amputer cela à une certaine légèreté, mais pas à une incapacité. Alors, il y a un aspect de la décision de la Cour constitutionnelle que beaucoup ne comprennent pas. Elle a décidé d'attribuer l'ensemble des charges en dehors du vote de confiance au Sénat. Est-ce qu'il y a un précédent dans l'histoire politique de notre pays? Non,
Non, c'est tout à fait nouveau, ce n'est jamais arrivé. Sachant que nous sommes dans une démocratie bicamérale. Oui, mais il faut comprendre une chose. Rien de nouveau ne sera décidé au Parlement. Rien de nouveau. Elle a confié les affaires courantes. Donc, il faut comprendre que le Sénat ne va rien décider à nouveau. Le Sénat ne va faire que gérer les affaires courantes, c'est-à-dire les affaires qui étaient parquées simplement au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Voilà. Et c'est la même chose avec le gouvernement qui sera nommé, on l'espère bien, parce que beaucoup de personnes ont posé la question pourquoi on dissout le gouvernement. Mais il ne faut pas oublier que le gouvernement est responsable. Est-ce qu'elle a dissous le gouvernement? Elle n'a pas dissous le gouvernement. Elle a demandé tout simplement à ce que le Premier ministre prenne ses responsabilités en démissionnant. Voilà, et donne la démission au président de la République. Et les gens devraient comprendre que c'est plus ou moins légitime et légal en ce sens où le gouvernement le gouvernement, si je ne me trompe pas, et dans l'exécutif, en dehors de l'exécutif, le gouvernement est responsable, est responsable devant le peuple et devant le président de la République. Étant donné que le peuple, à travers la légitimité qui est l'Assemblée nationale, n'y est plus, ça va de soi que le gouvernement doit démissionner afin de mettre un nouveau gouvernement qui ne sera plus lui responsable devant le peuple, mais devant le président de la République. Alors, il y a une situation qui va désormais être claire, c'est celle qui ferait que le Sénat aura l'emprise sur l'ensemble des évolutions au niveau du Parlement, même s'il s'agit simplement des affaires courantes et des affaires concrètes qui sont de son domaine. Mais il y a aussi le fait que désormais, le gouvernement qui sera mis en place sera responsable uniquement devant le chef de l'État. Exactement, oui. Qu'est-ce que cela implique politiquement ou de façon générale au niveau de la société? Bon, d'abord, on ne va pas dire que le Sénat aura l'emprise. Le Sénat aura la responsabilité de gérer les affaires courantes et sera responsable devant. Et le nouveau gouvernement, s'il y a lieu, sera responsable uniquement devant le président. Mais on va dire en quelque sorte que c'est une transition qui se passe. Et devant la scène politique, c'est vrai qu'on pourrait dire que le dialogue aurait accouché quelque chose de pas très sûr et de pas très concret. C'est l'image que ça peut renvoyer. Et cela pourrait donner raison aux détracteurs à la politique. Pourquoi vous dites que le dialogue aurait accouché de quelque chose de pas très sûr? Mais de pas très sûr parce que s'il y avait eu entente véritable au dialogue, je pense que les choses auraient été accélérées d'une certaine manière. Nous sommes déjà parlé, donc on n'a plus rien à se dire, il faut simplement agir. Alors, nous, on est en train d'arriver vers la fin de notre entretien de ce matin. Il s'agit pour nous de revenir quand même sur cet aspect parce que beaucoup parmi la population n'ont pas compris que on se retrouve dans une situation qui ressemble beaucoup plus à une période de crise, étant donné que le Gabon est un pays reconnu de stabilité. Qu'est-ce qui peut désormais être la voie pour sortir de cet imbroglio? D'abord, il faut pas dire qu'il y a crise. Il n'y a pas de crise institutionnelle ou constitutionnelle. C'est juste que nous sommes sortis d'une élection difficile et la suite de cette élection n'a pas été facile. Il fallait reconquérir le cœur des gens. Il fallait reconquérir encore l'esprit patriotique et cela, ça prend du temps. Et ensuite, il fallait organiser des élections dans un climat apaisé et dans un climat de confiance. Cela aussi prend aussi du temps, évidemment. Et parlerons pas de crise, mais nous parlerons peut-être de défiance, que les gens n'y croient plus. Et le simple fait que les gens n'y croient plus peut être une crise personnelle, peut être une crise de nationalité, peut être une crise de nationalisme. Et c'est des choses qui, à ma foi, que nous devons lutter pour reconquérir encore le nationalisme patriotique chez nous. Mais aussi, ne pas penser que parce que la Cour constitutionnelle prend une décision qu'elle devait prendre depuis longtemps, et qu'elle est ferme sur ces décisions, qu'on dise qu'il y a crise. Il n'y a pas crise, il y a eu application de la loi. Et c'est tout. Mais cette application de la loi laisse quand même beaucoup sur leur faim, étant donné que le contexte dans lequel nous allons désormais évoluer attribue quand même un certain nombre de compétences et dédouane le gouvernement désormais de sa responsabilité, étant donné qu'ils n'auront plus l'obligation. Cette décision laisse une tâche au gouvernement. C'est clair que ça laisse une tâche au gouvernement, mais ça ne laisse pas une faim, parce que ça dépend de ce que tu veux manger. Si tu penses que ça devrait être fait autrement, selon les délais constitutionnels, tu sais très bien que ça devrait arriver. Mais si tu n'as pas une lecture politique, tu t'étonnes de ce qui est arrivé, alors qu'il ne devait pas s'étonner de ce qui est arrivé. Nous tous, nous savons que pour organiser une élection, il faut 2 semaines de révision des tests,
des listes électorales. Après les 2 semaines, il faut 30 jours. Après, vous avez 45 jours. Donc, à partir même du 20 avril, on savait que c'était plus possible. C'était plus possible. Là, il faut au minimum 45 jours pour aller aux urnes. Au minimum 45 jours. Est-ce qu'on avait ces 45 jours-là avant le 1er avril? Je ne pense pas. Donc, ce genre de choses, le peuple parfois ne connaît pas tout. Et c'est à nous et vous d'avoir le rôle d'orienter ou de donner cette petite lumière pour dire, depuis fort longtemps, les éclairés savaient qu'une élection législative n'était plus possible à partir du mois de mars ou avril. Et ça, c'était évident. Et sans oublier que la CGE n'était pas encore mise en place, ça, c'était encore une autre... ça, c'est encore un autre débat. Voilà, mais le plus important et celui qu'il faut reconnaître, c'est que cette décision a entaché le gouvernement. Alors, on se retrouve dans une situation où la Cour constitutionnelle, au regard de l'inconstitutionnalité de la législature actuelle, a décidé, de ce que l'Assemblée nationale puisse, on va entre guillemets, fermer les portes en attendant qu'il y ait la proclamation des résultats des nouvelles élections qui vont être organisées sous peu. Mais elle a également, par ricochet et par rapport à la responsabilité que le gouvernement a devant l'Assemblée nationale, pour du moins estimer qu'il était temps pour le gouvernement de démissionner. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre actuel pourrait être reconduit pendant ce temps, avant d'arriver aux élections? D'abord, je ne suis pas dans les secrets des dieux, donc je ne pourrais pas savoir s'il pourrait être reconduit. Mais est-ce que vous pensez qu'il a quand même des choses qui pourraient militer à ce qu'on puisse le maintenir malgré la démission? La légitimité, et d'abord, je pense qu'ils n'ont plus la légitimité parce que l'Assemblée nationale, elle n'existe presque plus. Donc, il n'y a plus de légitimité pour ce qui est du gouvernement. Est-ce que le Premier ministre sera reconduit pour ce qui me concerne, et ça n'engage que moi? Je vois difficilement Monsieur le Président de la République faire nommer un Premier ministre qui viendra faire 2 ou 3 mois maximum et rechanger un autre Premier ministre qui viendra après les législatives. Donc, soit il va le conduire pour laisser terminer sa politique et aller aux élections, et enfin changer de Premier ministre une fois qu'on aura des élections législatives. Voici mon cas de figure. Alors, vous pensez que Issa Senghone a encore des chances d'être nommé à nouveau? Pour terminer, on va dire ça comme ça, son temps. 100 ans, d'accord. Merci. Nous étions évidemment avec Arnaud Lilian Billier, qui est diplômé en master en sciences politiques, en diplomatie, mais également en histoire. Il est spécialiste des questions politiques, dont on est revenu de long en large avec lui sur la décision de la Cour constitutionnelle de surseoir le mandat de la 12e législature, étant donné que les deux cas de force majeure qu'avait présenté le gouvernement pour le renvoi des élections législatives sont arrivés à leur terme, et il aurait été anticonstitutionnel pour cette juridiction de pouvoir accorder un troisième recours, du moins une troisième possibilité pour maintenir leur siège. Alors, donc, on se dit au revoir. Non, moi j'avais une question. Oui. Quelle est la situation comment va se passer, donc, politiquement parlant, comment va se comporter les partis politiques alors? Bien, les partis politiques vont simplement se retrouver dans une situation où beaucoup déjà se sont retrouvés en état-major. Parce qu'on a par exemple le groupe des 41 qui s'est retrouvé hier en situation d'urgence pour décider de ce qu'il en est. Et vous savez que l'un des leaders du camp des 41, notamment Bruno Ben Moubamba, a toujours milité en faveur de la mise en place d'une constituante, c'est-à-dire une assemblée qui regrouperait tout le monde, des gens pas élus, mais nommés, qui viendraient pour un temps décider de... Souvent, ça se passe dans des périodes de crise où on voudrait mettre en place une nouvelle constitution, on voudrait mettre en place une nouvelle organisation de l'État. Mais en proposant cela, je pense qu'il a peut-être une idée derrière. L'idée serait peut-être qu'on mette à plat la constitution actuelle afin de mieux la structurer, la rendre plus lisible, la rendre plus claire, faire en sorte qu'elle ne souffre plus de beaucoup de lacunes. Et vous savez que ça a été, par exemple, le cas au niveau de la décision de la Cour constitutionnelle, c'est que la Cour constitutionnelle, en
en lisant le droit, notamment les articles 4, 34 et 36, s'est retrouvée dans une situation où il fallait qu'elle corrige un certain nombre de situations qui n'allaient pas dans le sens de pouvoir lui donner la latitude de pleinement lire le droit. Est-ce que l'opposition n'a pas réussi son coup? Est-ce que l'opposition n'a pas réussi son coup? Ils ont fait traîner la constitution, on appelle ça comment? La formation du CGE. Ils étaient plus d'accord avec la législature en place. Est-ce qu'ils n'ont pas fait traîner les choses pour qu'on se retrouve dans cette situation? Mais il faut comprendre une chose. Pour revenir d'abord sur le rôle des partis politiques. Aujourd'hui, pour la situation à laquelle les partis politiques n'ont pas d'impact fort. Ils ne peuvent jouer que le rôle de consultation, en disant nous voyons des choses, voici ce que nous proposons, donc une force de proposition. C'est tout. Ils ne peuvent pas apporter quelque chose au-delà de cela. Parce que la Constitution, elle est claire. Le droit aussi, il est clair. Maintenant, est-ce que l'opposition a réussi son coup? Moi, je pense que l'opposition a joué plus ou moins avec l'ignorance et la faiblesse du gouvernement. Donc, l'opposition a réussi son coup. Ils ont réussi quel coup? Lequel? Parce que si faire tu dis sauter son la coup, législature qui n'était plus légale. Mais ce n'est pas réussir son coup. Parce que c'était évident qu'on va aller aux élections. Ça, c'était une évidence. Donc, ce n'est pas réussi son coup. Pour moi, c'était de dire, OK, on a pris la primature. Oui, les ont sur le coup, mais ils n'ont rien réussi. Bien au contraire. Bien au contraire. Parce que là, aujourd'hui, ils auront le temps de dire on se prépare pour aller aux élections. Et quelles élections qu'ils ont décriées depuis fort longtemps qu'on n'ira pas. À partir de là, vous avez on va dire en quelque sorte, une opposition qui sera plus ou moins salie aussi. Moslet, tu en penses quoi? Je pense qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que nous avons beaucoup plus un gouvernement qui s'est pris à son propre piège. Et tu te rappelleras que j'avais dit ici que le fait que le ministre de l'Intérieur se soit donné la latitude lui-même de se choisir les membres de l'opposition qui devaient faire partie du groupe, peut-être ça rentrait dans le cadre d'une stratégie. Mais une stratégie qui aujourd'hui, quand on essaie de remonter, on voit bien qu'elle n'a pas été payante. Parce que aussi bien dans le retard à l'interpellation à l'égard des partis politiques, du moins des camps politiques, pour qu'ils puissent fournir, on va dire, les listes de ceux qui devraient être membres aussi bien de la commission ad hoc ou du comité spécial, eh bien, on s'est retrouvé dans une posture où le ministre de l'Intérieur a eu suffisamment de temps pour pouvoir amener les acteurs politiques à se décider. On a révisé la loi maire en début d'année, donc pratiquement au mois de janvier. Il a fallu attendre fin mars pour qu'on indique aux partis politiques, du moins aux camps politiques, de pouvoir mettre en place, proposer des listes au ministère. Et qu'est-ce qui en a découlé? La suite a été que, en fin de compte, l'opposition s'est retrouvée à 4 têtes. Et peut-être que les gouvernants, qui sont aussi des politiques, qui sont membres de la galaxie présidentielle, qui sont membres du Parti démocratique gabonais, savaient déjà qu'il y avait des querelles en interne à l'opposition. Il te souviendra qu'on avait reçu Thierry Danjandou et Kombila ici, qui avait parlé d'un certain nombre de choses, notamment en rapport à la commission ad hoc à l'issue du dialogue, la commission ad hoc paritaire, qui devait suivre l'exécution de tout ce qui avait été décidé au niveau du dialogue politique d'Angondje. Mais la suite, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où cette commission n'a jamais eu à assumer sa charge ou ses responsabilités. Et du coup, on a même voulu imposer un nouvel acteur dans la composition du Centre gabonais des élections, notamment les administratifs, donc les techniciens du ministère de l'Intérieur. Et à ce moment-là, on voit bien que c'était certainement une manière pour le gouvernement ou pour les gouvernants qui sont aussi des acteurs politiques de pouvoir faire en sorte qu'en allant mettre en exergue déjà la requête du Premier ministre, elle rentre dans le cadre des discours que nous tous nous tenons. D'ailleurs, Arnaud Lilian l'a dit tout à l'heure que c'est l'opposition a retardé. C'était tout le sens de ta question. Mais est-ce que c'est l'opposition qui a retardé? Non. Je crois que le gouvernement a voulu jouer sur les faiblesses de l'opposition, notamment sur sa division, mais n'est pas parvenu à mettre réellement en place sa stratégie. Et aujourd'hui, on a fait comme le jeu Snake là qu'on a dans nos téléphones, à force d'avancer, eh bien, il finit par se mordre la queue. Donc, le gouvernement n'a pas suffisamment jaugé des délais et n'a pas
n'a pas réellement mesuré les délais et avec une mauvaise gestion de ce timing, il s'est retrouvé englué dans une posture où il ne pouvait plus, il était dans l'incapacité d'organiser les élections et on a imputé le tort aux formations politiques, notamment de l'opposition. Parce que dans la requête, c'est ce qui est dit, que l'opposition a été dans la difficulté de pouvoir proposer à temps une liste au gouvernement. Mais quand même, il faut aussi reconnaître que le ministre de l'Intérieur a manqué au départ de tact pour faire en sorte que le processus soit enclenché au lendemain de la révision constitutionnelle, puisque la révision de la loi n'a pas souffert de contestation. Exactement. Aucune. Donc à ce moment-là, quelques jours après ou quelques semaines après, notamment au mois de février, si on avait commencé le processus de mise en place réelle du Centre gabonais des élections en février, je crois qu'au mois de mars, les acteurs politiques seraient organisés à faire en sorte qu'ils aient une liste. La preuve en est, il y a eu quand même 41 formations qui sont retrouvées. Et on avait dit, on l'avait dit ici, lorsqu'on a constaté que les 41 formations ont déposé leur liste, il y a 3 autres qui sont sortis du groupe. Mais ces 3 autres qui sont sortis du moins, qui se sont mis en exergue, avaient pour ambition de revendiquer leur statut en tant que parti majeur ayant participé au dialogue politique. Donc à ce moment-là, est-ce que Séraphin Ndao, est-ce que Ndemezo bien, est-ce que Pierre Claver Mangamou Savou, qui sont aujourd'hui amis, copains avec la majorité, n'ont pas été le cheval de Troie qui a fait que l'opposition se retrouve dans cette situation? Est-ce qu'on ne les a pas utilisés pour... Moi, je ne partage pas ce point de vue, parce qu'il faut voir une chose aussi au départ. Quand on sort du dialogue d'Angondje, il est clair au niveau du dialogue d'Angondje. Il y a eu une décision ferme qui a été prise. Ceux qui sont partis au dialogue ont assisté au dialogue, ils ont pris part au dialogue. Il y a eu ensuite un gouvernement issu du dialogue. Donc, c'est-à-dire, avec cette entente qui s'est passée au dialogue, on a pris la décision de mettre un gouvernement là où tout le monde essayait de se retrouver à l'intérieur du gouvernement. Alors, moi, ma préoccupation, c'est pourquoi, au niveau de la CGE, la même décision ferme n'a pas été prise en disant, écoute, on ne va pas perdre du temps à cause de vous, parce que vous avez, en quelque sorte, je veux dire en quelque sorte, et entre guillemets, une certaine légitimité parce que vous appartenez à une certaine opposition, mais vous n'allez pas empêcher l'appareil étatique d'avancer au nom de cette fameuse légitimité. On prend une décision ferme. Nous travaillons avec ceux qui sont présents parce que ceux qui sont présents veulent faire avancer l'appareil politique du pays. Donc, il fallait être ferme à ce niveau et le ministre de l'Intérieur, malheureusement, a manqué de fermeté à ce niveau. On a voulu jouer sur la stratégie politique, on a voulu jouer sur la compréhension politique en disant on ne va pas vexer les uns et les autres, on va voir comment on peut concilier les uns et les autres, essayer de satisfaire tout le monde. En politique, c'est difficile de satisfaire tout le monde. Celui et les seules personnes qu'on peut satisfaire, c'est le peuple. Merci Mosley. Merci. Ok, c'était donc Urban Mosley dans Luda Fresh Morning. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm